Bonjour à tous et à toutes. J'attends qu'il y ait les premières personnes qui arrivent. Et aujourd'hui, ça va être un live en conversation avec Manon qui fait de l'hypnose. Coucou Laetitia. Donc j'attends que Manon arrive et je vais pouvoir l'ajouter au direct. Je crois que j'ai quelques minutes d'avance. Bah ouais, midi 30 tout pile. J'étais tellement pressé que je me suis connecté à midi. Et après je me suis retrouvé tout seul, j'étais un peu inquiet. Ce qui m'a laissé le temps de m'ancrer un peu plus. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est, voilà, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est vraiment en mode conversation. Donc ça va être un échange assez informel. Coucou Manon, je t'ajoute. Bonjour Amandine. Bon. Coucou, Hello Clément, salut. tu vas bien? Oui, je dis, ah, cette journée, elle est incroyable. Je dis, ah, me connecter une demi-heure avant et pas me rendre compte que c'est pas la bonne heure, j'ai fait fort. C'était pas mal. Puis tu sais, moi j'ai des rendez-vous après, donc j'étais en train de manger et j'étais là, genre je venais de prendre ma première bouchée et je me dis, mais c'est pas l'heure qu'on avait dit. Bon, très heureux de te retrouver. Bah oui, moi ça fait plaisir aussi. Je pense que ça va être sympa comme échange, comme nos derniers échanges qui étaient sur Zoom privé. Et là, on a décidé d'en faire bénéficier tout le monde. Oui. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Et l'idée, c'était de faire un truc un peu informel, plus voilà, un échange. On a tellement de choses à se raconter et à partager que voilà. Et après, c'est ce que tu disais, si on essaie de faire entre 40, enfin, on essaie de pas dépasser 45 minutes, une heure, et ça peut être voilà, encore plus facile à écouter pour le replay ensuite. Oui, voilà, c'est ça. C'est un format qui reste assez, on va dire, digeste. Tu veux qu'on attende encore un peu ou on se lance? Bon, on peut se lancer et puis comme ça, après, les gens nous rejoindront. On regarderont le début du replay s'ils l'ont loupé. Cool. On se présente un peu? Ça marche. Tu commences, je commence. Comme tu veux. Vas-y, à toi l'honneur. Ok. Alors, moi, je suis en Bretagne. Je m'appelle Clément Leperchec. Je suis médium, accompagnant et formateur. Et voilà, là je lance de nouveaux programmes plutôt à destination des thérapeutes et des accompagnants. Et, on va certainement parler un peu plus de notre parcours. Donc voilà, je fais simple. Ok, ça marche. Je vais voir Concy aussi. Bonjour à tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Manon. Je suis hypnothérapeute spécialisée dans les questions transgénérationnelles et constellations familiales. Donc, j'accompagne les personnes à aller dans leur structure profonde pour se libérer des schémas inconscients répétitifs, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale, dans la sphère personnelle, en utilisant divers outils avec également un petit peu d'énergétique, de la PNL, voilà, ce genre de choses pour faire concis aussi. Et moi, je suis Cool. à Lille. Super. On est vraiment pas à côté, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. La Ça magie roule. que permet les réseaux sociaux aussi de pouvoir le faire à distance. Je sais que toi, tu proposes aussi des cercles, des ateliers, des choses qui sont faites à distance. Moi, je consulte à 99,9% du temps en visio aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une chance de pouvoir exercer comme ça, je pense. T'as eu un cabinet en présentiel à un moment? Avant que tu Non, l'en... non, j'ai jamais eu en présentiel. Après, j'ai des espaces que je loue en fonction de la demande. Vu que j'ai pas mal bougé ces derniers mois, ces dernières années, c'était pas intéressant pour moi et je voulais vraiment me concentrer sur la visio. Et là, on en reparlera plus tard, je pense, dans le parcours, mais je suis en train de justement développer du présentiel et du collectif. Ok, trop cool.
Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints et bienvenue pour cette conversation avec Manon. Euh, tu- Là, j'ai un blanc, donc je me dis, ok, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Et je pense qu'à nous deux, on va réussir à trouver. Moi, je m'en souviens très bien. Tu es venu à une soirée, mais je sais pas comment t'avais entendu parler de moi. Ouais, alors en fait, moi, je suis tombée par hasard hein, sur ton profil il y a maintenant 1 an et demi. C'est à peu près ça. Et j'avais bien apprécié ta posture, ce que tu faisais m'intriguait. J'étais un peu moins familière aussi avec le monde, on va dire, médiumnique, les canalisations, tout ça. Et ton approche chamanique m'a aussi beaucoup plu. Moi, c'est un univers qui m'intéresse particulièrement. Et donc, bah, je t'ai suivi. On avait échangé un petit peu, je crois, vite fait par message privé. Et puis, je suis retombée sur tes ateliers que tu proposais, les ateliers de canalisation notamment. Et je me suis dit, OK, je m'inscris et je fais le test. Et ça a été waouh! C'était vraiment cool. Et à la suite de ça, on a décidé d'échanger et de se faire un Zoom juste à deux en privé. Et on a eu plein de choses à se raconter et pas mal de connexions et de similitudes. Oui. Et je me rappelle aussi de lors de nos premiers échanges, c'est comme si on n'a pas le même vocabulaire, on vient pas vraiment du même monde, mais j'ai vraiment la sensation on se comprend et on fait la même chose au fond. Même si on n'a pas tout à fait le même public, il y avait tellement de ce sentiment de, ok, on parle le même langage quand même, et c'est avec beaucoup de similitudes et ouais, des liens simples, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est au-delà des mots et voilà, des structures qu'on peut retrouver. Il y en a qui vont parler de médiumnisme, de canalisation, je sais pas, après il y en a qui font les vies antérieures, ce genre de choses. Ça reste, on va dire, une trame d'interprétation, mais derrière, au fond, on va dire, dans les fonctionnements, dans les leviers de changement, dans les mécanismes qu'on met en place, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de très commun. On a un socle commun là-dessus, quoi. Et j'aime bien aussi j'ai l'impression que ton travail il est très concret. Et moi Oui. aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est ok, même si on travaille dans les mondes invisibles et dans les états de conscience modifiés, et toi c'est pareil avec l'hypnose, c'est très important de rester dans des choses concrètes et dans une réalité aussi enfin, voilà, pas être que perché. Ça, je te rejoins, mais totalement. Je pense que moi, la première, quand je me suis engagée dans ce parcours de reconversion, parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, j'étais plus vraiment dans le concret, donc dans le coaching, dans la PNL, l'hypnose, mais je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc quelque chose d'assez, on va dire mécanique, on va le présenter comme ça. Et puis, je me suis ouverte à l'énergétique, au chamanisme, à tous ces trucs-là, et j'ai eu tendance à partir un peu là-haut. Et il a fallu me ramener. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon assise et ma posture. Sinon, je fais du lien avec le sujet du live quand même. Euh, pour pouvoir, exactement comme tu dis, faire le pont entre le monde visible et le monde de l'invisible, sachant que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et qu'en plus, le monde de l'invisible, il y en a beaucoup qui peuvent se dire oui, c'est, je sais pas, des fantômes, des défunts, des énergies, des trucs hyper flous et nébuleux. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça parce que ça passe par les états modifiés de conscience, le fonctionnement du cerveau. Enfin voilà, il y a des choses qui sont hyper concrètes, scientifiques, pragmatiques, vérifiées, etc., quoi. Et moi, dans mon parcours, ça se rapproche aussi beaucoup de les mondes intérieurs avec les émotions. Et c'est plus vraiment une question de quelle est la réalité des émotions et quelles sont les conséquences que ça a sur notre vie. Ça prend tellement de place. Et ça, j'ai l'impression que notre génération aussi, et à notre époque, on est aussi plus sensible quand on parle d'intelligence émotionnelle. Il y a comme une nouvelle place pour le ressenti, les émotions. Et Ah, enfin, totalement, il y a vraiment une démocratisation, une ouverture en fait du discours. Ça a commencé aussi avec l'ouverture du discours sur la santé mentale, de dire que bah c'était normal de pas aller bien, que oui, la dépression c'est une vraie maladie et c'est pas juste un truc où tu dis à l'autre vas-y souris et ça va aller mieux. Il y a des vrais processus en jeu, notamment chimiques, dans la plasticité neuronale du cerveau et d'autres choses. Et donc du coup, en fait, ça fait le lien entre ben, le corps et ce que certains vont appeler l'esprit ou l'âme ou le cœur. Et en fait, tout est interconnecté. Et quand tu prends en tant qu'accompagnant, peu importe la discipline, mais vraiment l'individu dans sa globalité, c'est, je pense, là où les résultats de transformation intérieure sont hyper puissants
et pérenne. Oui. Ouais. Et donc du coup, toi, parce que là, on s'est un petit peu présenté, mais comment t'en es arrivé à tout ça? Comment on en arrive à faire des formations pour les thérapeutes, à travailler avec les mondes invisibles, ce médiumnisme? Je sais que t'es rentré par la médecine traditionnelle chinoise, si je dis pas de Ouais. bêtises, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, Mon parcours, il peut être un peu long, donc je vais faire vite. Enfin, je vais essayer de faire vite. Donc, je me suis formé, j'ai fait des études de paysage, j'étais un peu perdu, je suis parti à l'étranger, j'entends parler de la médecine chinoise, et en rentrant, je pense que j'ai 20 ans quand je reviens du Canada, je commence mes études de médecine chinoise. Ça va me prendre 5 ans, je m'installe en cabinet, et c'est comme si pendant tout ce parcours, la médecine chinoise, c'est quand même très concret. Même si c'est pas notre culture, ils sont très concis, c'est extrêmement précis, et ça, il n'y a pas vraiment de place pour de L'à la peu près. sensibilité ou de l'à peu près. Et c'est un peu comme si mes perceptions, j'avais énormément de perceptions, j'avais toujours eu ça. Et avec le Qigong, qui est une pratique, enfin, vraiment d'ancrage du corps, ça se développait fortement, mais c'est comme si je trouvais pas encore cette place avec la médecine chinoise. C'est là que je tombe sur un livre de chamanisme où je trouve ça fascinant. C'est comme si déjà il y a une nouvelle, bah, déjà avec la médecine chinoise, bah, ça s'élargit avec une nouvelle culture. Et là, il y a vraiment le pont avec le chamanisme. Les mondes invisibles arrivent. Et quand je lis ce bouquin, mais oui, c'est une évidence. Et pour moi, cette réalité-là a autant de place que l'autre. Je me forme parce que j'ai envie de pratiquer. J'avais vraiment pas envie de prendre dans les livres, donc j'ai pratiqué énormément, surtout le chamanisme au tambour. Et il y a toujours un truc de j'adore, mais c'est comme si je trouve pas ma place. Et c'est comme si ce sera toujours impossible pour moi de dire que je suis chaman. C'est pas dans notre culture. Et c'est le moment où, bah oui, depuis 5-10 ans, c'est quand même aussi très à la mode. Et ça, c'était compliqué pour moi. Et je me dis, mais je fais pas ça parce que c'est à la mode. Je fais ça parce que c'est une nécessité pour moi de me reconnecter à mon corps, à mes perceptions. Et quand je découvre le monde des médiums, donc c'est par la technique de Theta que c'est arrivé. Là, je me dis, ça fait tilt, ok. J'ai toujours eu cette capacité à être en état de conscience modifié instantanément. Et moi, je suis très rapide et j'ai pas besoin forcément des rituels. J'ai pas de tradition à laquelle je suis accroché. Donc, voilà, c'est, ok. Et si, en fait, j'étais médium et ça me permet de faire un peu le pont avec tout ce que je suis. Et c'est plus juste pour moi d'utiliser ce mot-là que le chaman. Mais après, pour moi, on fait le même travail, hein. Je suis capable de faire tout ce qu'un chaman est capable de faire. C'est juste, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes rituels, c'est pas la même façon. Mais c'est très similaire. Et à ce moment-là, bah, si dans mon parcours, donc en médecine chinoise, c'était surtout de l'acupuncture et des plantes, Mhm. petit à petit, enfin, je faisais aussi du massage et j'imprégnais un peu mes compréhensions chamaniques par, oui, le detailing. C'est comme si tout ce qu'on comprenait des mondes invisibles par le chamanisme, j'arrivais à l'imprégner un peu dans ce que j'appellerais des soins énergétiques à l'époque. Ouais, finalement, il Et y a tout qui se mélange un petit peu pour faire, selon toi, ce qui te correspond à ta sauce, quoi. ouais, et c'est comme si depuis le début, quand je faisais de la médecine chinoise, j'étais très intéressé par les mécanismes de l'esprit, les émotions, Mhm. tous les mécanismes de psy, mais j'avais peur en fait, je me sentais pas apte à accompagner ça, et c'est comme si, avec la médiumité, j'ai accès à toute une part de l'inconscient. Donc, pour moi, enfin, voilà, je suis incapable de savoir si les vies antérieures ça existe vraiment, si je suis incapable de savoir, ok, les esprits auxquels je pense tout le temps, est-ce que c'est une part de moi ou est-ce que c'est extérieur? En fait, je sais toujours pas capable de savoir, mais ça a presque plus d'importance. C'est ça. Et c'est comme, voilà, ça rentre. Moi, voilà, c'est des parts de nous qui sont plus ou moins imagées, plus ou moins symboliques. Et vraiment, ça m'amène à travailler sur l'inconscient. Et ensuite, bah, c'est comme si, à partir du moment où j'utilise le mot, je parle plus du chamanisme. À partir du moment où je parle de médiumité, il y a comme un rapport de pouvoir qui se joue avec les patients. Et c'est pour ça que le thème, il est important pour moi de la posture. C'est Mhm. comme si tout à coup, je suis celui qui a les réponses et les gens peuvent devenir très dépendants et très influençables par rapport à ce que je dis. Et c'est comme si là, je prends conscience de, ok, si j'utilise le mot médium, les gens me voient plus pareil et ma parole n'est plus perçue de la même façon. Et là, il y a un truc qui se passe et je me dis, ok, c'est plus juste. Je sais pas comment régler ça. Mhm. Et c'est un peu à ce moment-là où il y a l'attrait du groupe
qui arrive. Et c'est en travaillant en groupe où je me dis, OK, c'est plus facile pour moi de réguler quand on est en groupe, ou le fait qu'il y ait 5, 10 personnes, et ben, voilà, moi, je suis un des maillons du groupe. Oui, Je il y a une travaille que pour synergie ça. collective qui se crée avec un peu une relation qui est plus d'égal à égal que dans du Mm. one-one où des fois malgré nous, parfois c'est des jeux inconscients, mais malgré nous, il y a cette posture où on est en position haute par rapport aux clients ou aux patients. Oui, exactement. Et moi, j'ai jamais fait, j'étais, en découvrant tout ça, je me rends compte, OK, mais en fait, la plupart des thérapeutes sont un peu dans une posture de sauveur, selon moi. Et un peu ce truc, c'est pas clair. Et si j'essayais d'être dans un groupe, d'être en cercle, et, et là, en gros, il s'est joué plein de choses. Euh, J'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours avant qu'on continue un peu plus, parce que sinon, je vais me lancer Ouais, ça et marche j'ai envie déjà, de... j'ai plein de trucs à dire. Je voulais juste, avant de faire mon parcours, je voudrais rebondir sur un truc que je trouve hyper pertinent que tu as dit, sur la notion de quand tu as commencé à te présenter médium, parce que ça résonnait plus pour toi que chaman, par exemple. J'entends totalement en plus le poids, on va dire, ou l'importance de la culture dans le chamanisme et dans d'autres voilà, dans d'autres disciplines. Et je comprends que même psychiquement, en fait, l'alignement, il est pas total puisque on n'a pas grandi dans ça, on n'appartient pas à cette culture. Déjà, se dire chaman, c'est, enfin, normalement, on ne se le dit pas, c'est les autres initiés qui peuvent te donner le titre. Mais voilà, c'est tout un processus de rituel, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent chaman. Moi, j'ai une amie qui s'est formée dans des instituts spécialisés, style Michael Harner, etc. Et elle dit, je ne Mhm. me dis pas chaman, elle dit, je pratique des soins chamaniques, ce qui Mais est très, je très me suis formé différent. avec la même école, et c'est vrai que ils revendiquent rien, en fait. Exactement. Les gens qui sont vraiment formés, et là, sur ce sujet, vraiment, c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais maintenant, on peut apprendre à faire des cérémonies du cacao avec des gens qui sont au Guatemala et on fait une formation en ligne. Enfin, on est dans une société où c'est des traditions. Là, il n'y a Mm. plus aucun lien avec la terre. On perd C'est ça. complètement. Il y a le côté très dématérialisé et puis pour le côté médium, c'est marrant parce que ça me parle en fait beaucoup ce que tu dis, ce côté où vu que la personne elle est médium, alors déjà quand tu vas voir un thérapeute, parfois les personnes peuvent se mettre en position victime, mais je dis ça dans le triangle de Cartman, hein, donc vraiment en position basse, il faut me sauver et puis bah bien sûr les thérapeutes, les accompagnants, beaucoup adorent ça. Pourquoi ils veulent faire ça? Pour aider les gens, hein, bien sûr. Aussi tout un travail là-dessus à faire. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que cette tendance à, si nos clients arrivent vers nous en attendant de nous qu'on leur donne des réponses, alors qu'on n'est pas du tout là pour donner des réponses, et ben en fait, ça crée justement ce déséquilibre dans le rapport. Et en plus, nous, en tant qu'accompagnants, ben, c'est vrai que ça peut enfin, nous monter à la tête. Et en fait, on n'est plus dans le respect, dans la justesse de la posture de l'accompagnant de façon générale, quoi. Et là, on peut rentrer dans des mécanismes de transfert, de contre-transfert, de projection, etc., dans les dynamiques relationnelles avec nos clients. Donc, j'entends tout à fait ce que tu dis avec la force du groupe et cette synergie collective qui permet d'aller lisser un petit peu ces rapports qui parfois peuvent se créer, même si tu as aussi les dérives dans l'autre sens avec le côté Oui, groupisation. c'est aussi possible, mais ouais, après, de toute façon, je me dis quand celui qui est au centre n'est pas aligné, il peut se passer n'importe quoi dans n'importe quel cadre. C'est ça, c'est ça. Ok, Tu veux tu veux nous que je parle parler de un mon peu? parcours? Ouais, ce sera plus comme si on est à peu près au même niveau, ce sera plus facile ensuite d'être dans l'échange. Ça marche. Donc, ouais. Je vais faire concis comme toi. Moi, j'ai fait des études en géopolitique, relations internationales. Voilà, j'ai vécu à l'étranger, etc. Je me consacrais à des métiers dans la diplomatie, l'ONU, et puis finalement, je me suis redirigée en me rendant très vite compte que ça allait pas me convenir. C'était trop cadré, structuré, bureaucratique. J'ai travaillé quelques années dans le cinéma et dans l'édition. Donc, j'habitais Paris. Ça a été une riche expérience. J'étais très intéressée par le monde culturel. Donc voilà, Festival de Cannes, tout ça, j'ai vu pas mal de choses. Mais en fait, ça a été une grosse désillusion humaine quand je suis arrivée là-bas. Que j'ai découvert un peu tous les rouages
du milieu, on va dire ça comme ça. Et sur le papier, j'avais tout pour être bien. J'avais un appart, j'étais dans une relation stable, j'avais un bon emploi. En plus, voilà, c'était côté glam et paillettes du cinéma. Et pour autant, à l'intérieur, c'était hyper vide. J'étais en souffrance et je me suis engagée dans un processus avec une hypnothérapeute pendant 1 an. Ça a changé ma vie. C'était incroyable. Elle m'a redonné confiance en moi. On a déconstruit certains prismes familiaux, certaines croyances. Enfin, vraiment, on a fait un énorme travail de libération qui était extrêmement puissant et qui m'a amené, au bout d'un moment, à vouloir me reconvertir. Donc, j'ai toujours voulu être à mon compte, entrepreneur, ce côté un petit peu liberté, hein. J'ai toujours été l'électron libre. Enfin, c'est pour ça que le salariat vraiment me convenait pas dans le modèle 9 to 5. Et puis bon, quand t'es à Paris, c'est pas vraiment 9 to 5. Et du coup, bah, je me suis reconvertie. Donc, j'ai commencé par l'hypnose et j'ai enchaîné directement avec la PNL. J'ai fait les 2 cursus d'affilée pour avoir un socle relativement solide pour pouvoir me lancer. Au début, je me présentais plutôt comme coach mindset. Donc, enfin, rien à voir avec ce que je fais maintenant, parce que ce que je voulais apporter dans mes accompagnements, c'était reconnecter les gens à leur lumière, aller les libérer, mais j'avais un côté très en superficialité finalement. Je voulais quelque chose qui soit léger, qui soit fun, et dans mon esprit à ce moment-là, travailler sur les traumas, sur des peurs, sur des phobies, c'était trop lourd et j'avais peur de pas m'en sentir capable. Et donc j'ai commencé comme ça. Très vite, j'ai fait de l'hypnose et j'ai eu des cas un petit peu plus lourds. Je me suis dit, bon, ok, il y a un truc à creuser. Et en fait, je suis allée en introspection profonde et je me suis fait accompagner aussi pour ça. Je continue de me faire accompagner par plein de personnes, plein de thérapeutes différents. Et je me suis rendu compte en fait que si je ne m'autorisais pas encore à aller voir voilà, ces questions plus lourdes, on va dire, c'est parce que ben, j'avais peur de pas m'en sentir capable, mais justement parce que c'était important pour moi. Et quand je me suis pleinement autorisée à m'immerger dans ce côté, on va dire, sombre, dark, je me suis rendu compte d'une part qu'on pouvait le faire tout en légèreté, que c'est pas parce qu'on parle de trauma, de viol, d'inceste, etc., que ça doit être hyper pesant, au contraire. Et je me suis aussi rendu compte que j'étais très bonne dans ça. Donc ça a été un pur kiff parce que avant j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir au tout début pour des histoires de reconversion professionnelle, de manque de confiance en soi et on restait très en superficialité. Et quand je me suis dit ok, on va vraiment creuser, je me suis autorisée à aller au-delà, à pousser un petit peu les limites. C'est là que vraiment j'ai trouvé mon cœur d'activité et que ça m'a fait vibrer mais au plus profond. Et en fait, après, j'ai fait plein de liens avec le fait que moi, j'ai toujours entamé des démarches thérapeutiques pour moi en tant que cliente, en étant prête à aller, ce que j'ai appelé dans le dur, dans le sale, etc. Pour moi, en fait, ça passe par là, c'était une évidence. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne pensaient pas comme moi et qui voulaient directement les trucs de lumière et on libère, mais pas trop, quoi. Et donc, c'était intéressant de pouvoir faire un petit peu de psychopédagogie sur quel est l'intérêt d'aller dans la zone d'ombre, comment ça peut être lié à ça aujourd'hui, etc. Et puis, laisser le choix à la personne, ce qui fait aussi partie de la posture, pour la responsabiliser dans sa démarche. Mais au moins qu'elle ait les infos pour. Et, et voilà, aujourd'hui, donc, je consulte en individuel, en visio à Lille. Et je fais des ateliers de temps en temps, thématiques, et beaucoup, là, de plus en plus, de constellations. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. En gros. Ok. Donc toi aussi, tu passes au groupe. Ouais, Tu ouais, ouais. t'orientes pour le groupe aussi. Alors, je garde l'individuel, mais c'est marrant parce que j'en ai parlé dans une newsletter il y a pas longtemps, où en gros, quand je suis sortie de ma formation, tous les thérapeutes qui s'installaient, bah, l'idée c'était tu prends un câble et tu t'installes, tu fais ta com, ta pub, et puis tu as le one-one qui arrive, les clients en individuel. Donc j'ai pas pris de câble, j'ai fait en visio, mais c'était ça l'idée, parce que je me disais c'était plus accessible pour moi de trouver une personne à la fois que de constituer des groupes alors que personne me connaissait à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, ça change grâce au réseau et au bouche à oreille. Et puis surtout, je trouvais ça plus, alors pour moi en tout cas, ça faisait plus sens pour moi d'accompagner des personnes en individuel d'abord
pouvoir vraiment pleinement comprendre leurs mécanismes, faire des liens, que chaque client en fait m'apporte quelque chose dans la compréhension, on va dire, de la psyché humaine, pour pouvoir ensuite l'appliquer en collectif. Parce que si tu sais pas gérer une personne, tu sais pas gérer un groupe. Donc pour moi, c'était logique en fait d'aller dans ce sens-là. Et si C'est aujourd'hui, génial. Je me dis, ah, mais t'es quelqu'un de très raisonnable et de très raisonné quand même. Non, mais je me dis, est-ce que j'ai... Non, en t'écoutant, je dis, bah, ça s'est pas passé comme ça pour moi. C'est plus... Mais j'ai cru reconnaître ça en toi aussi. C'est, Mhm, je peux, c'est pas que je m'ennuie, mais ça va très vite et je peux me lasser très vite. Et il y a un moment sur, ok, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes sur cette thématique. C'est bien, mais je crois qu'on peut faire encore mieux. Et puis, il y a comme un truc de, et l'accompagnement individuel, il y a des fois, c'est comme si ça résonne plus ou si je me dis, je mhm. pourrais aller encore plus loin, mais la personne n'a pas l'air prête, il faut respecter le rythme. Et c'est comme si moi, je peux aller vraiment beaucoup plus loin dans la proposition. Oui, Et, et il y a un moment, c'est, OK, comment je peux faire? Et ça revient sur, moi, mes parcours, c'est, enfin voilà, j'ai changé presque de technique tous les 3 ans à découvrir de nouveaux outils. C'était pas pour remplacer, c'était pour trouver quelque chose d'encore plus juste. Merci, Gaïa. Et, et donc, la canalisation arrive, et là, je me dis, OK, moi, j'ai participé à des canalisations avec 150 personnes, je trouve ça incroyable, je me sens pas capable, mais et si j'essayais? Et donc, mhm. j'essaye avec 5 personnes. Et en fait, c'est comme ça que ça passe au groupe, c'est, et si j'essayais, j'ai trop envie, et on va voir. Et au final, ça marche. Je m'entraîne plusieurs fois avec des amis, et il y a vraiment un espace qui s'ouvre, Ouais. très différent. Ah, c'est pas Et du tout la même chose. c'est pas du tout la même chose, et en même temps, mais je percevais pas les enjeux du groupe. Quand j'ai Mhm. commencé, je n'avais pas du tout perçu. Ce que toi, tu sembles avoir déjà compris avant de le faire. Et en fait, c'est au bout du 3e ou 4e atelier où moi, je crée ces espaces. Enfin, vraiment, je parle d'espace, mais on est en ligne, mais on est quand même presque en cercle. Oui. Moi, c'est important que l'espace du centre, il soit toujours vide. Il y a personne qui le prend. Il y a personne qui lead. Et moi, je suis pas là pour l'idée. Je suis là pour que l'espace au centre soit libre. Ouais. Mais j'avais jamais fait ça, j'avais juste des envies et en fait, je me rends compte que bah, les premières soirées se passent de façon fantastique et puis à un moment, il y a une personne qui a un caractère assez fort qui va venir au centre et qui va rester au centre pendant toute la soirée et elle va faire des soins à toutes les autres personnes. Et je dis mais en fait, c'était pas ça l'objectif, c'est que les gens reçoivent mais donnent et qu'il y a une forme d'équilibre. Ça arrive une fois, et ça arrive une deuxième fois. Là, je dis, en fait, je sais pas du tout gérer mes espaces et je cadre pas. Et en fait, la personne, elle me confronte sur, mais pourquoi tu prends pas ta posture de chef, c'est ton espace, c'est à toi de décider ce qu'on fait. Et je dis, mais en fait, non, c'est pas à moi de décider ce qu'on fait, c'est à chaque personne de prendre et de donner et là, je comprends la valeur de ma proposition, mais je comprends que les gens ne l'ont pas compris. Ouais. Parce que je le défendais pas bien et je le présentais mal. Et donc, ça m'a mis un peu en doute. Il m'a fallu du temps pour y revenir. Mais je me dis, comme si moi, je manquais encore de discernement. J'ai été porté par l'envie. Mais toi, tu avais déjà un peu cette compréhension il y a des super enjeux dans un groupe, il faut que je sois prête. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis. Oui, c'est un peu ce que je dis. Et comment après, il y a ce côté aussi, je te rejoins totalement sur ce que j'appelle les limites de l'accompagnement individuel. Moi, je suis comme toi, je vais très très vite. Euh, Maintenant, du fait que j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes en individuel, j'ai aussi ce truc j'ai une personne en face de moi et je suis capable en fait de dire certaines choses juste avec deux, trois mots et de commencer déjà à détailler une trame sur des axes de travail potentiels. Le truc, c'est que parfois, en fait, je vois tellement, enfin pas tellement loin, mais je vois loin et la personne n'est pas forcément prête à recevoir l'information de suite ou alors ça fait vraiment un gros genre ah ouais. Et donc déjà, en fait, là, rien qu'en disant une phrase au bout de 5 minutes, il y a déjà un gros travail qui se fait. Et j'ai eu pour moi, c'était une bonne surprise, mais j'ai eu la surprise de le découvrir à plusieurs reprises suite à des appels découvertes, parce que je propose des appels découvertes gratuits pour parler d'hypnose. Où la personne me pose des questions sur mon travail et surtout qu'elles me disent leur sujet du moment, qu'elles aimeraient transformer, changer, évoluer. Et moi, je leur donne des axes de travail en fait potentiels de comment moi je ferais avec ma méthode. Et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de personnes revenaient vers moi ensuite pour me dire qu'après les appels découvertes, ben il s'était passé des trucs de fou. Il y en a même une qui est allée jusqu'à me dire que après notre appel découverte, elle était pas bien. Ça me fait rire parce que ça se termine bien. Parce que finalement, elle a pris rendez-vous avec moi et elle arrive et puis elle me dit bon, je sois totalement honnête avec toi, Manon, suite à l'appel découvert, donc j'étais vraiment pas bien.
Ok. Euh, et en fait, j'ai l'impression que tu avais vu en moi tous les trucs que j'essayais de cacher. Alors, j'avais déjà vu des thérapeutes avant, etc. T'as mis le doigt, mais directement sur tous les trucs. Je me suis sentie hyper vue. C'était très inconfortable. Et quand j'ai terminé l'appel, j'ai dit, jamais je l'appellerai, celle-là, jamais j'irai là. Et alors, on a parlé avec une copine qui lui a dit, mais attends, justement, vu qu'il y a de l'inconfort, ça veut dire qu'elle a mis le doigt sur le nœud et le blocage. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais pour revenir à la dynamique du groupe, euh, ce truc de où parfois on a envie d'aller plus loin ou que la personne n'est pas prête, quand il y a un collectif qui est créé, tu as une synergie qui se crée et c'est exactement, c'est une question d'espace en fait. Ça ouvre un espace, on va dire, supplémentaire et différent qui permet d'accueillir différemment et d'autres informations. Et parfois, ça passe pas par le client ou par le thérapeute, mais ça passe par les autres personnes et à un autre niveau. Et c'est ça qui est hyper puissant et qui en même temps peut être parfois compliqué à expliquer à ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Mais quand tu te rends compte qu'une personne qui a par exemple des gros problèmes de confiance en soi, d'expression de soi, qui est dans une blessure de rejet, dans la reproduction de la blessure de rejet, le fait qu'elle vienne dans un groupe, déjà, t'as un énorme truc qui s'est posé dans sa structure et qui est déjà en train de bosser, avant même qu'elle dise quoi que ce soit, ou qu'on lui dise quoi que ce soit. Et c'est ça qui est génial. C'est drôle, hein, je reconnais le côté un peu constellation que j'adore aussi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et je pourrais même préciser parce que maintenant, enfin voilà, ça fait plus d'un an que moi je suis dans l'accompagnement de groupe Mhm. avec les formations et ce que j'adore c'est je m'étais rendu compte de ça dans des espaces un peu de recherche avec des amis, c'est quand il y a deux personnes qui accompagnent, il y a potentiellement une capacité d'accueil qui est multipliée par trois. Le patient plus les deux accompagnants. Et dans le groupe, c'est presque pareil. T'as le patient, s'il y a cinq personnes autour, il y a une capacité d'accueil de la vie émotionnelle qui est démultipliée par le nombre de personnes. Et ce qui fait que quelque chose de traumatisant et d'énorme où soit on n'est pas forcément à l'aise, soit on n'est pas sûr de pouvoir gérer ça dans une séance à deux. Là, je parle de en tant que patient, mais aussi il faut faire confiance à la personne qui est en face sur la capacité. Et là maintenant, j'ai l'impression que en groupe, il y a même plus besoin de mettre les mots. C'est juste, on a nommé une énergie et ça s'ouvre et ça se fait. Et il y a cette confiance. Bah, après, il faut créer la confiance dans le groupe, mais ça se fait assez rapidement, je trouve. Et après, c'est, bah là, moi où j'en suis, c'est finalement, il y a une personne qui pose une problématique. Elle va vivre sa problématique. On attend 2, 3 minutes que les autres, voilà, soutiennent. Et une fois que la grosse charge, elle est libérée, bah, potentiellement, les cinq autres peuvent faire le même travail en même temps. Sur leur propre structure, sur leurs propres souvenirs. Enfin, je dis, ça accélère tout. C'est pas qu'on a besoin d'efficacité, mais c'est Ça tout est démystifie. potentialisé. Ouais. Ouais. Et puis ça remet aussi, moi je ne fais plus rien. Je propose juste un cadre et je ne Ouais. fais pas la place des gens. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important maintenant. Et je reviens sur le truc de la posture d'accompagnant, c'est arrêter de faire à la place. Moi, je crois qu'on est là pour tenir un espace et redonner le pouvoir à l'autre pour qu'il puisse faire. Exactement. Là, je te rejoins totalement parce que on pourrait croire de l'extérieur ou au tout début que être dans sa posture d'accompagnant, c'est voilà, poser un cadre hyper rigide, hyper strict, on fait comme ci, on fait comme ça. Si le client en face, il réagit un peu différemment de ce qu'on attend de lui, eh ben on recadre, etc. Donc c'est quelque chose qui est très directif et agressif, voire intrusif parfois. Alors qu'en fait, on peut très bien être des thérapeutes euh, posé, calme dans l'accueil et en même temps avoir une posture qui reste rigide mais tout en souplesse en fait. Parce Mm. que l'idée c'est aussi c'est pas d'imposer nos cadres, nos protocoles ou je ne sais quoi aux clients ou de dire moi je sais mieux que toi parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai eu des personnes qui ont eu ton même cas, parce que c'est totalement de la projection de fou, donc il ne faut pas faire ça. Mais limite, en fait, je trouve ça plus difficile de trouver son assise en tant que thérapeute et pas d'être, mais vraiment de la trouver à l'intérieur, tu sais. Et pas juste de dire, bon, maintenant je fais ma séance, hop, je mets ma casquette de thérapeute et puis je fais bien les trucs à chaque fois pareil, check, 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 check. C'est au-delà, Oui, en fait. Il y a quelque chose qui doit être en incarnation.
Mm, mm. Ça me fait penser à, enfin, j'ai envie de te partager autre chose, où là, lors de la dernière formation, il y avait un des participants, c'était la fin de la formation, et je le sentais dans un processus de résistance vraiment hyper fort. Et je me dis, enfin, je connais son mécanisme, et je connais son enfance, et c'est un peu, j'ai la sensation que là, ce qu'il attend, c'est, il se met en résistance, enfin, pour moi, il est en posture de Calimero, sur c'est difficile, et puis je vais pas faire les exercices, et je vais dormir, et vraiment en retrait fort. Et je me dis, ce qu'il attend là, c'est que je lui rentre dedans. Mais un peu dans un truc très paternel, que je représente le cadre parce que c'est moi le formateur, et vraiment je le dégomme et je le secoue dans tous les sens pour le remettre dans son corps et le remettre dans le moment présent. Et il y a un truc sur, mais moi c'est pas la proposition que j'ai en fait. C'est ça. Je suis tout à fait au clair sur ce qu'il est en train de se faire, ce qui est l'enjeu, et je vais lui dire, ok, moi je crois que ce que tu es en train de faire là, c'est être en résistance et tu attends ça de moi. Mais c'est pas la posture que je veux. Peut-être qu'il y a 15 ans, un thérapeute aurait fait ça parce que c'est un représentant du cadre, mais moi c'est vraiment pas ça en fait. Je crois que ce qui te manque, c'est un espace d'accueil pour accueillir toutes les parts en souffrance qui n'ont jamais été reconnues, jamais été entendues, et autoriser ça en toi. Et moi, je peux essayer de le faire. Là, ça fait depuis potentiellement des mois et des mois qu'on le fait pour toi. C'est toujours pas suffisant, mais c'est ok. Et nous, on peut tenir l'espace pour toi. Si toi, tu ne vas pas, Mm. bah, c'est à toi de faire le chemin maintenant. Mais si tu vas pas maintenant, c'est ok, c'est aussi juste. Mais par contre, je vais pas faire ce à quoi tu t'attends et le schéma habituel dans lequel tu rentres. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Et après, je reviens sur je suis formateur, je te propose des choses, mais je suis pas ton thérapeute là. Et si vraiment, ce serait bien que tu ailles creuser ça dans un espace qui est safe pour toi et vraiment, ça pourrait être intéressant que tu le fasses quand ce sera le moment. Et je me dis, bah, c'est aussi ça maintenant, c'est pas faire les choses habituelles parce qu'on croit que ça marche. Et moi, je suis vraiment là dans des espaces d'accueil les plus profonds possibles. Je crois qu'on n'a pas besoin de passer par la violence. On n'a pas besoin de faire des choses. Enfin, sur mon parcours, moi, j'ai tellement été habitué à des stages extraordinaires où je m'en suis pris plein la gueule pendant 3 jours et j'avais l'impression d'avoir vécu la grande transformation. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Et je crois au parcours de la simplicité, la douceur, l'accueil, l'intégration, tout ce qui manque dans un stage hyper pushy où on en prend plein la gueule, on a l'impression de vivre des grandes transformations. Ouais, c'est vrai que ça, c'est encore un sujet qui est intéressant quand tu vis des formations, des stages ou des choses comme ça et ça te retourne tout ton cerveau, on va dire, dans les jours qui suivent. Et puis finalement, après, tu te dis, OK, qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce que ça m'a vraiment transformé? Et c'est possible ou pas? Et si je continue à aller vers des stages, des formations, ce genre de propositions, qu'est-ce que je recherche vraiment? La transformation ou ce sentiment de waouh, je suis connectée, etc. Et ça dure 3 jours. Je rencontre des personnes, des connexions d'âme à âme, et en fait, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien, tu vois. Enfin, c'est intéressant parce que je fais un pont avec ce que tu disais sur cette personne qui attendait potentiellement de toi que tu le recadres. Et c'est aussi savoir observer en tant que personne et en tant qu'accompagnant euh, cette, euh, nos structures, nos schémas. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de répéter? Et je pense que ce qui est important, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est de me dire que je ne sais rien et que je remets tout en question à chaque instant. Surtout ce sur quoi je suis persuadée d'avoir raison ou que je crois dur comme fer. Surtout ça. Parce que c'est quand j'ai commencé à faire ça au quotidien, je me suis pris les plus grosses claques. Euh, Claques rapides, hein, et même toutes seules. Mais ça aussi, c'est intéressant. C'est que pour avoir une libération, une transformation, il n'y a pas besoin de temps. Le temps n'est qu'une illusion. Le temps n'existe pas. Il existe juste parce qu'on a une conscience qui dépend du temps. Mais en soi, c'est un concept. Donc les transformations, elles peuvent être comme ça. Des traumas, des deuils qui durent depuis des années, ça peut se faire en un claquement de doigts, littéralement. Et donc tout ça, en J'adore. fait, c'est intéressant. Trop de choses à partager. Je fais juste une mini pause. Ben, je Gaïa, crois tu qu'on a dis eu que des t'as loupé messages. le début.
n'hésite pas à regarder le replay et après, en 2, 3 mots, je viens de la médecine chinoise, du chamanisme et là, je suis plutôt en mode médiumité grâce à un petit parcours vers le Theta Healing. Et voilà, si tu veux plus d'infos, ce sera plus facile de regarder le replay qui sera dispo sur ma page, peut-être sur la tienne maintenant, faut voir ça après. Ouais, je regarderai dans les réglages. Euh, ce qui me... Ah, bref, j'ai perdu ce que je disais. C'en était assez génial. Ouais, ouais, non, c'est génial. Tu peux me redire en 2 mots ce que tu disais, ça va me reconnecter à mon idée. Oui, je parlais, en plus j'étais aussi dans mon truc, mais euh, en gros, j'étais en train de parler de la nécessité, en tout cas pour moi, de tout remettre en question, particulièrement ce dans quoi je crois le plus, parce que c'est ça en fait qui permet de délimiter, de sortir de nos carcans, de notre structure interne, et c'est là où les changements les plus profonds se font. Parce que si on va bosser sur des trucs qu'on sait déjà et qu'on cherche juste à l'intégrer, on reste dans la zone du connu. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller dans la zone de l'inconnu, parce que c'est là où il se passe les... Bah, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, l'objectif de tout ce que je transmets, c'est pour que les gens soient le plus indépendants, mais il y a quand même une limite au travail qu'on peut faire seul. Enfin, moi, je vois bien entre moi et moi, j'essaye de plus faire des rendez-vous tout le temps pour que les gens m'aident, parce que j'ai aussi le temps que je prenne mon autonomie et donc j'arrive à le faire. Mais il y a aussi, ok, il y a des choses que je vois pas. J'ai des angles morts qui sont énormes. J'ai pas tant de discernement sur moi-même et toutes les informations que je capte, je les mets en doute. Donc, c'est aussi, et j'aime beaucoup l'idée que tout remettre en question tout le temps. Je me dis, c'est aussi, moi, j'ai la sensation qu'il y a vraiment des générations différentes dans le monde de la thérapie et de l'accompagnement, et que ceux qui ont 15, 20 ans de plus que nous, il y a une forme de, eux, ils ont dû se battre pour créer leur espace. Ils ont dû se battre pour prouver que leur travail avait de la valeur. Mais nous, on n'a pas ça. Mais comme ils ont dû se battre, ils ont dû s'accrocher un peu plus, je trouve, à des choses rigides. C'était indispensable à leur époque, mais je les trouvais un peu, bah, il manque de souplesse, selon moi. Et nous, j'ai l'impression que notre génération, on est capable de faire des switches tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait qu'on va un peu vite. Les anciennes générations ont tendance à dire qu'on est un peu, enfin, il y a un de mes profs qui disait c'était le cafouillothérapie. En fait, c'est pas, moi, je trouve que ça a énormément de sens et on se rapproche d'une forme de simplicité, une forme de justesse. Et je reviens sur l'idée de, euh, mes convictions de maintenant, dans 3 semaines, elles auront changé. Mhm. Et j'ai conscience de ça, et c'est pour ça que, bah, pour moi, c'est aussi, il n'y a pas de vérité dans mon travail, ou il n'y a pas de vérité dans les mondes invisibles, et je travaille que sous forme de proposition, c'est parce que, bah oui, j'en sais rien, en fait. Il y a que toi qui peux savoir, enfin, la personne qui est en face. Et j'aime beaucoup, et pour moi, c'est une des clés de la bonne ou la posture du thérapeute aligné, c'est cette humilité dont tu parles Mhm. aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, on sait pas, en fait. Mhm. Ouais, humilité, c'est vraiment je pense, le terme important parce que tu peux rester droit, directif quand il le faut et tenir ton espace et ton cadre. Et pour autant, tu peux être finalement très humble et ne pas prendre de place. Et en fait, au Mm. moins tu prends de place, au mieux c'est parce que ça laisse l'espace pour le client de s'expanser, de se découvrir, de s'explorer de l'intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, il y a quelque temps, j'ai reçu à un moment pas mal de messages de nouvelles personnes qui découvraient mon compte et qui me disaient qu'elles avaient fait plein de thérapies différentes, aussi bien plus classiques et pragmatiques, psychanalyse, psychothérapie, etc., que des choses plus médecine douce, hypnose énergétique, etc. Et qui me disaient, oui, mais à chaque fois, on me dit que, enfin, c'est moi qui ai toutes les réponses en moi, que je sais, j'ai toutes les ressources, etc. Mais je suis perdue en fait et je comprends pas. Il manque un truc, tu vois. Il manque ce fameux maillon où quand on te dit quelque chose, tu le sais, mais parfois c'est pas intégré. Et Mm. c'est vrai que je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes accompagnements, que c'est une chose de dire, ok, on responsabilise la personne, on lui donne son autonomie, son espace, et que c'est elle qui fait. Et en même temps, je pense qu'on a quand même un rôle à jouer dans ce petit maillon que des fois il manque. Parce que c'est bien de dire, ouais, vas-y, tu as toutes les réponses en toi, aime-toi et ça ira. Ben ouais, t'es gentil, mais comment je fais? Et donc je pense qu'on a quand même un truc, tu vois, à aller apporter, et que c'est différent pour chacun, mais pour montrer le chemin, sans imposer, sans dire concrètement ce que tu
va expliquer comment ça se fait. Mais tu vois, accompagner ce processus aussi, en plus des problématiques que les personnes viennent pour s'en débarrasser, quoi. T'arriverais à dire en quelques mots comment t'arrives à faire ça? Comment j'arrive à faire ça? Je pense que alors ça va peut-être être un petit peu confus, mais selon moi, en accompagnant la personne sur son sujet, sa problématique, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ça comme un symptôme dans sa structure. C'est un mécanisme qui va être bloqué. Et donc, en allant travailler sur ce qu'il y a dans la structure profonde et en lui expliquant, je fais pas mal de psychopédagogie, moi, dans mes séances, en expliquant les mécanismes pour que la personne, en fait, elle puisse comprendre et intégrer en même temps. Et ça, souvent, je le fais pendant les séances, pendant des constels ou quoi que ce soit. Des fois, je m'arrête et alors que j'étais avec ma voix un petit peu douce et suave de transe, tu sais. Mais des fois, je dis, OK, je te redis exactement ce que tu as dit et je note leurs mots, je recite exactement mot pour que ça s'intègre consciemment et inconsciemment. Et là, je redis les mots à chaque fois. Et la personne, elle hoche la tête. Et en fait, pour lui faire comprendre que moi, je suis juste là pour faire un écho à ce qui est en train de se passer mais que il y a un processus qui est en train de se faire tout seul à l'intérieur et elle peut se rendre compte que c'est elle qui le fait. Et donc petit à petit, en ramenant de la conscience et en les faisant passer, on va dire, en métacognition sur ce qui est en train d'être libéré, et ben ça leur fait comprendre que ouais, c'est eux qui sont en train de le faire. Et je demande s'ils ont des questions sur ce qui s'est passé, sur les mécanismes, sur quoi que ce soit, parce que je considère que toute information est bonne à prendre et ce qui a besoin d'être reçu sera reçu de cette façon. Et je pense que ça contribue en partie à pouvoir trouver ce côté de je suis bien avec moi-même, j'arrive à m'aimer, puisque je me rends compte que le thérapeute que j'ai en face de moi, il m'aide simplement à comprendre et à intégrer certaines choses à différents niveaux, mais qu'en fait c'est moi qui le fais. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Oui, non, mais c'est clair. Je t'écoute et en même temps, je réfléchis à mes propres mécanismes. Donc, je suis un peu derrière toi. Mais si, si, c'est très clair. Moi, T'en j'ai penses quoi, l'impression toi? que Ouais. euh, c'est passé par plein de modes de fonctionnement différents. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est des processus d'accueil. Mais on rentre à l'intérieur du corps. On, je suis aussi beaucoup plus sur le moment présent. Je suis presque, enfin, je suis plus sur les vies antérieures. Je suis plus sur l'enfance. Je suis plus rien. Je suis même pas sur la semaine dernière. C'est, OK, maintenant, il y a quoi? C'est quelle Mm. émotion? C'est où dans le corps? On rentre sur des processus hyper simples, hein. Mm. Et on va voir, OK, tu sens quoi? Où? Et est-ce que tu peux être dans l'accueil de ça, dans l'autorisation de ça? Et donc, mon cadre est assez, enfin, je guide beaucoup, mais je ne fais plus, j'interviens plus. C'est sous forme de proposition, mais c'est quand même assez, Mm. bon, j'accompagne beaucoup. Oui. Et après, c'est tout, pour toutes les parties d'intégration, c'est la personne qui fait. Ouais. Euh, et maintenant, la phase plutôt prise de enfin, on va dire, il y a une prise de conscience physique et une pratique pendant. Ensuite, je réappuie en OK, je te refais le parcours, on a fait ça, 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 ça. Est-ce que tu te rends compte que c'est tout, enfin, c'est toi qui as fait? Est-ce que ça t'a demandé un effort? La plupart du temps, c'est non. En gros, c'est quelque chose qui a pas, enfin, voilà, qui a été poussé, mis sur le bord ou enfoui depuis des années et on s'attend à ce que ce soit explosif et hyper lourd et en fait, bah, juste dans une posture d'accueil, ça se libère, quoi. Et ça peut être très rapide, parce que ce que tu disais, il y a potentiellement pas de temps enfin, et pour moi, c'est plus la capacité d'accueil est grande, plus le processus, il est rapide à digérer. Tout à Mais parce fait. que c'est plus du tout, enfin, on met de côté l'esprit qui pourrait être la partie qui ralentit le processus et on laisse le corps ou l'être ou les autres, enfin, le reste de Mm. qui on est, faire le boulot et en fait, bah, et s'il y avait que ça? Ouais, carrément. Bah, moi, je te rejoins beaucoup sur l'importance de l'instant présent. Alors, dans le sens où moi, je vais travailler sur des choses qui sont passées et futures, mais ce qui est intéressant, c'est comment la personne elle le vit dans l'instant, en fait. Donc,
c'est un peu dans ce sens-là. Après, quand tu me parlais aussi de ton cadre qui est minimaliste et épuré, je trouve ça aussi particulièrement intéressant parce que pendant un temps, je suis très curieuse, donc je suis allée voir du côté du chamanisme, des vies antérieures. Il y a des choses qui me parlent plus, genre vie antérieure. Je pourrais en parler, faire tout un truc là-dessus, parce qu'en plus pour moi, ce ne sont pas des vies antérieures, mais c'est des mémoires que tu captes dans l'instant présent, mais dans d'autres fréquences. Mais si on part là-dessus, on va partir pour 3 heures de conférence. Et après, il y a d'autres choses qui me parlent moins, par exemple les aliens ou les abductions, des choses comme ça, les dragons, enfin tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte, et ça on en avait déjà parlé en off, que finalement tout ça, qu'on y croit pas ou juste qu'on sache pas, ce ne sont que des cartes de lecture sur un grand territoire beaucoup plus vaste en fait. Et c'est certains qui vont se concentrer sur ça et ce sera les dragons, sur ça ce sera les vies antérieures, sur ça ce sera que les énergies, sur ça ce sera que de l'hypnose. Et en fait c'est ok. Mais quand tu prends conscience que tu as juste un petit bout sur lequel tu te focuses, mais qu'en soi tu as un territoire qui est beaucoup plus large et que finalement, et on en revient au tout début de ce qu'on disait, ce ne sont que des mots qui sont différents, mais que les Oui. mécanismes et les processus derrière de transformation intérieure sont similaires, parce qu'on va agir sur l'inconscient, on est en état modifié de conscience, on travaille sur des représentations internes qui modifient la structure psychique, ça reste la même chose en fait. Après, c'est juste, je colle mon système de croyance dessus ou pas. Et je trouve que c'est très pertinent par rapport à tout ça, parce que plus je me suis éloignée même des métaphores en hypnose, donc ce qui est très ericksonien. Coucou Marila. Plus je me suis éloignée de ça, du côté image très suggérée, plus j'ai vu la force en fait des résultats de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que ça laissait de la place et de l'espace à l'autre personne, au client, pour pouvoir se créer ses représentations et pouvoir bosser avec ça en fait. Et là, il se rend encore plus compte que c'est lui qui crée tout ça. Sa Mm. représentation est beaucoup plus porteuse de sens et de symbolisme que si tu fais une métaphore random sur un ménage de printemps que tu fais à tous tes clients, par exemple. Je me dis, j'ai l'impression d'être dans un flow avec toi et ça part, ça part, ça part, ça part. J'espère que c'est OK pour toutes les personnes qui nous suivent et on va ouais, être plutôt sur la fin pour pas durer trop longtemps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour revenir sur notre sujet, je pourrais te poser enfin, je sais pas si ça a du sens, mais j'essaie un truc du genre, ce serait quoi, selon toi, les 3 conseils pour, en tant qu'accompagnant, être dans une posture alignée? Ok. Alors, les Enfin, 3 conseils, si t'en as un ou 5, tu fais ce que tu veux, mais en gros, c'est OK, en mode qu'est-ce que question. je dirais à un accompagnant pour qu'il travaille sa posture de façon alignée? La première chose, c'est, je dirais, d'être honnête avec soi-même dans le sens authentique. C'est-à-dire aller regarder, enfin faire un travail sur soi déjà au préalable. Pour moi, c'est un prérequis de la thérapie, sachant qu'on va jamais tout libérer de notre histoire, bien sûr. Néanmoins, il y a quand même des choses qu'il faut travailler avant, clairement, de pouvoir accompagner des personnes. Donc, être honnête et authentique envers soi en faisant ce travail sur soi et en acceptant au quotidien de se remettre en question et pas de se dire ce client c'était compliqué ou il m'a fait chier, etc. Non, qu'est-ce que ça renvoie de moi à chaque fois? Donc aller regarder à l'intérieur. En même temps aussi s'écouter et s'autoriser, parce que parfois, surtout quand on commence, on a le syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, j'y suis passée. On se demande si on a bien fait, on veut que le client soit satisfait, on doute de tout. Et ce doute peut être très paralysant, parce que moi, il m'a longtemps empêché de m'autoriser à écouter mes ressentis, mes intuitions, et de me rendre compte en fait qu'il y a des trucs que je savais déjà, mais que j'y allais, je prenais mes petites pincettes et je marchais sur des œufs, alors qu'en fait, je suis pas là pour faire plaisir à mon client, dans un rapport humain, j'entends. Je suis sympa en séance, venez me voir, hein. Non, non, on rigole bien, hein, on rigole bien. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, parfois, je vais dire des choses qui vont me déranger, et voilà. Ce que je te disais là sur la nana qui avait pris l'appel découverte, qui a dit mais jamais je vais aller la voir, ou j'avais encore eu une cliente qui venait me voir pour une question pro. On est remonté sur un événement perso hyper traumatisant pour elle.
Donc on a traité ça parce qu'il y avait, enfin on a adressé ça parce qu'il y avait un lien, mais que je lui ai expliqué, hein, un lien émotionnel monumental quand on travaille sur la structure. Et elle est revenue, hein, après plusieurs séances. Elle m'a dit après la première séance qu'elle était hyper étonnée qu'on ait bossé sur ça, que ça l'avait chamboulé, tout ça. Ah, ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu veux changer ou tu veux pas changer, quoi. Donc ça, un peu cash. Et Je je sais pense que que 1, 2, 3, il faudra que tu les redises. ouais, ça marche. Bah, du coup, ce serait être authentique, honnête envers soi et faire ce travail d'introspection, tout remettre en question. Le deuxième, c'est s'autoriser, oser, s'écouter, se connecter à ses intuitions, ses ressentis. Moi, j'étais terrorisée de faire de la projection, donc en fait, je disais plus rien, j'osais plus rien dire. Quand je me suis rendu compte que si tu mets, est-ce que c'est juste, est-ce que ça résonne pour toi, c'est juste une hypothèse, une proposition. La personne, elle est grande, hein, elle prend ou elle prend pas le truc et elle te dit oui ou non, hein. Et la troisième chose, qu'est-ce que ça pourrait être? J'avais une idée qui m'était venue et je pense qu'elle est repartie. Ce serait peut-être ce qui rejoint un petit peu le fait de s'écouter et ses ressentis, mais d'être fidèle à ce qu'on veut transmettre. Ah oui, si, c'est ça. C'est de savoir, oui, c'est ça. D'ailleurs, faut le mettre en premier, de savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça. Pourquoi on est thérapeute, pourquoi on est accompagnant. Si vous me dites, s'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, parce que Non, je veux aider les autres, non, mais c'est ça, je me dis, attends, il y a un truc caché derrière ce que tu dis là. voilà. Non, c'est alors j'entends bien sûr la dynamique altruiste de la posture d'accompagnant. Pour moi, elle est claire et elle est essentielle. Ça fait partie du métier. On travaille avec l'humain. Néanmoins, on ne peut pas faire ça pour aider les autres. Parce que on est dans les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de chercher chez les autres quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir pour soi, c'est-à-dire qu'en fait, on veut s'aider soi. Donc l'idée, c'est vraiment d'être, encore une fois, honnête avec soi et se dire pourquoi, égoïstement, je veux faire ce métier-là. Parce que c'est une fois qu'on va regarder vraiment les raisons les plus profondes et parfois un peu même sombres, qu'on se rend compte pourquoi ça fait du sens et qu'on se rend compte aussi ce dans quoi on est bon. Parce que j'en discutais avec une collègue thérapeute il y a pas longtemps et de la même façon qu'on dit souvent que les très bons artistes sont des gens un petit peu torturés, voilà, avec des zones d'ombre qui peuvent être un petit peu particulières. C'est une grosse généralisation un peu cliché, mais on voit ce que je veux dire, je pense. Elle me disait, dans la posture des thérapeutes et des accompagnants, faut être quand même sacrément ravagé pour être dans ce métier-là. Parce que finalement, souvent, on dit les psys ils s'engagent dans des suivis, voilà, psychologie, psychiatrie, etc. Parce qu'ils veulent comprendre comment eux ils fonctionnent et qu'ils n'ont pas trouvé toutes les réponses. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup écho. Euh, voilà. Donc avoir cette conscience de non, on n'est pas là pour sauver. Et qu'est-ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous vraiment qui nous amène à faire ça. Et toi? Ok, est-ce que euh, ça va forcément rebondir par rapport à ce que tu dis, Bien mais sûr. ça pourrait être. Ce qui est important pour moi, c'est que le thérapeute ou l'accompagnant, celui qui est dans la posture d'accompagnant, il prenne conscience des biais de pouvoir d'une certaine façon Mm. et de sa. Enfin, moi que j'en ai envie ou pas, je suis en rapport individuel dans un truc d'autorité parce que je suis le sachant. Je fais tout mon possible pour sortir de ça, mais on y est quand même. Et je pense que les accompagnants qui n'ont pas conscience de ça ou qui veulent pas voir ça, il y a forcément un truc qui tourne pas rond. Donc il reste premier truc. Après, j'ai la sensation que si j'écoute véritablement mon patient ou si je le redonne vraiment tout l'espace, c'est là que les séances vont être les plus efficaces. Donc sortir de mes intentions. Et moi, c'est un peu, enfin, sortir de l'intention, c'est un peu le truc de ma vie sur tous les sujets. Arrêter d'avoir des attentes. Mais je crois que c'est encore plus important dans les séances. Ne pas Mm. avoir d'attente sur le résultat. Ce Tellement. qui, encore une fois, ça libère l'espace et ça permet à la personne de faire ce qui doit être fait. Et là, Mm. moi, je me rappelle d'une séance où la personne, elle vient, on se connaît pas. Je lui demande de se connecter à son corps. Et en fait, juste ça, ça va durer 45 minutes parce qu'il se passe tellement de choses dans son corps qu'elle avait besoin de ça. Et bah, moi, j'ai rien fait. J'ai juste posé une question et on a attendu. Et j'ai attendu avec elle.
Mais j'ai jamais soutenu, il n'y avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin de soutien, elle avait juste besoin d'un espace. Et voilà. Donc c'est, premier, c'est prendre conscience de la position de pouvoir qu'on a. Deuxième, c'est redonner l'espace aux patients. Mm. Et ça va tout à fait avec ce que tu dis, la position de sauveur, c'est, bah, on prend l'espace et on rend les gens un peu, le fait que les gens reviennent et reviennent et reviennent et reviennent, pour moi, c'est que soit ce qu'on fait n'est pas utile, soit il y a Pause. une connexion qui se crée qui est pas forcément la bonne. Ouais. Mais bon, après, c'est mon avis. Et après, j'aime aussi beaucoup l'idée de, comme toi, tu dis, être vrai ou être authentique, il y a ça, je le reprendrai aussi sur être soi-même et s'autoriser. Et ce que j'entends par là, c'est si un jour je suis dans une grande tristesse parce qu'il s'est passé quelque chose, je- pendant un temps, c'est si je suis fatigué ou si je suis trop moralement pas en place, Mm. avant, soit je pouvais annuler les séances, soit en dehors de la séance, je mets toutes mes émotions de côté pour devenir le cadre le plus neutre possible. Pour moi, c'est important de pas déborder, de pas déverser ce que moi je suis sur l'autre. C'est hyper important et j'adore ce que tu as dit. Moi, avant d'être thérapeute, je m'étais dit il faut que j'ai nettoyé mes casseroles pour pas les renvoyer sur les autres. Et en même temps, j'arriverais presque à un truc un peu inverse maintenant sur OK, mais j'ai le droit d'avoir des émotions. Mhm. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de venir avec ça pendant la séance. Bien Et sûr. d'une certaine façon, si c'est comme ça maintenant, enfin, là, je m'en remets à un truc plus grand, c'est comme ça maintenant, ça fait partie de moi. M'autoriser à montrer qu'aujourd'hui je suis triste et je suis vulnérable et presque à le mentionner en début de séance sur il s'est passé ça dans ma vie. Aujourd'hui, je suis tout à fait disponible pour toi, mais je vais être quand même dans cette vibration. Moi, j'ai l'impression que ça fait, je redeviens humain, ça autorise l'autre à retrouver, et je me dis, bah, c'est pas de la manipulation, c'est je me rends vulnérable pour créer du lien avec toi, c'est, bah, moi, je suis comme ça aujourd'hui, j'espère que c'est OK pour toi, et se rappeler que la séance, c'est un échange. Oui. J'apporte et je reçois. Et, alors, j'attends pas que la personne s'occupe de moi pendant la séance, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est, OK, mais peut-être que moi, montrer ce que je vis en ce moment, ça fait écho à ce que la personne est en train de vivre, et peut-être que ça aura du sens dans la séance. Donc, il y a vraiment le truc de être soi, s'autoriser. Mhm. Là, je suis d'accord et c'est vrai que c'est intéressant ce dernier point parce que ça me fait penser à un post que j'avais vu sur un des groupes Facebook d'accompagnants, thérapeutes, etc. qu'on peut trouver qui disait en gros que, enfin, qui parlait des émotions du thérapeute en séance et que tu sais, enfin, moi en tout cas dans mes formations, on m'a toujours dit faut poser son cadre, faut pas s'investir émotionnellement, faut pas pleurer avec le client. Alors bien sûr, faut pas pleurer avec le client, mais peut-être que des fois, en fait, ça peut être pertinent. C'est-à-dire que c'est pas faire preuve d'empathie, c'est juste qu'il y a quelque chose à un moment qui se passe et on peut se montrer, en fait, enfin, on est dans un métier de l'humain et montrer, c'est même pas une faille, mais cette vulnérabilité, comme tu dis, peut être pertinente, en fait, à des moments. Moi, je me souviens, j'avais fait une séance en tant que cliente et c'était vers la fin, on était plus en train de discuter et débriefer qu'autre chose, mais on parlait de la notion de couple et d'amour au sens très très large dans les archétypes, etc. Et ma thérapeute, qui était enceinte à l'époque, donc j'avais un petit peu les hormones, mais à un moment, elle m'a parlé d'elle, de sa relation de couple, parce que je connais son conjoint, et enfin, elle était en train d'avoir les larmes aux yeux, etc. Et j'ai trouvé ça tellement puissant par rapport à l'échange qu'on était en train d'avoir, ça a rajouté en fait un niveau de lecture, de compréhension à tous les niveaux, quoi, que je trouve ça très fort. Et parfois, c'est de ça dont on a besoin. Des fois, moi, je suis un peu fatiguée aussi en séance et je le cache pas, je le mets pas non plus en avant, juste en fait, bah, c'est là maintenant. Et puis des fois, je me tape des barres aussi en séance avec des clients et c'est top. On n'est pas là pour être genre, oui, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Non. Oui. Et ça, j'ai aussi la sensation que c'est un peu bah, notre patte, en tout cas notre génération d'accompagnants, c'est s'autoriser. Il y a rien à cacher et les émotions, c'est pas parce que je monte mes émotions que ça, enfin que je me mets en danger ou que ça met en danger la séance ou que je prends la place du patient. Pour moi, ça recrée du lien en fait. Et ça, s'autoriser soi, c'est aussi autoriser l'autre, enfin, je trouve. Mm. Ouais.
Bah, en fait, tout est une question d'équilibre et de niveau, c'est-à-dire que oui, il faut pas pleurer tous les jours avec tous les clients en séance. Et il y a des personnes avec qui ça va pas matcher parce que ça correspond pas à leur vibe, leur énergie, leur système de croyance, et c'est ok. Peut-être que du coup, ces personnes n'ont pas à être dans cet espace-là à ce moment-là avec nous, mais mais du coup, oui, c'est en fait tout est une question d'équilibre, encore une fois, et de souplesse. Parce qu'on revient sur le cadre et la posture et on nous apprend certaines choses en formation. Et en fait, on se rend compte qu'après, ben, on intègre un petit peu, on prend, on déconstruit. C'est très intéressant, je pense, le concept de déconstruction identitaire et professionnelle. Mais voilà, on prend, on rejette, on reprend, on change d'avis et puis ça évolue en fait. C'est quelque chose qui reste fluide et puis tu sais, je le vois un petit peu comme une vague comme ça. Alors c'est souple. Mm. On a déjà dépassé les 1 heure. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure, quitte à refaire un autre live, si vous voulez, dites-nous si ça vous dit. Mais je pense que tu avais une question pour clôturer un petit peu. Tu voulais parler de nos Euh, propositions. Bah ouais. Est-ce que tu veux parler de sur quoi tu travailles en ce moment et c'est quoi? Bah, soit les propositions que tu as déjà lancées, soit ce que tu vas lancer prochainement. Ouais, donc bah, en gros, comme j'ai dit dans le live, là, je me lance principalement sur du collectif. Donc, je continue les accompagnements individuels, ça, y a pas de souci. Et là, je développe plusieurs modèles, on va dire, sur du collectif. Le premier, c'est des ateliers en ligne que je ferai 1 à 2 fois par mois sur divers thèmes. Là, j'en ai un lundi, mais il est déjà complet, donc désolé. Mais c'est sur comment prendre en compte la structure de nos schémas inconscients et les blocages et comment ça peut impacter notre entreprise, notre business, etc. Donc, il y aura des ateliers voilà, régulièrement. Ensuite, le gros projet, c'est les constellations. Donc ça, je suis ravie de pouvoir proposer ça, constellation familiale et systémique, que je vais organiser à Lille en présentiel à partir de novembre. Et faut encore que ça se pose dans ma structure, mais si ça se passe comme je veux, à partir de fin d'année, je ferai potentiellement des choses en constellation, en visio, en collectif. C'est un modèle qui existe déjà, mais je veux pas le faire n'importe comment parce que j'ai déjà assisté, participé à des choses qui n'étaient pas cadrées justement correctement, avec une posture de thérapeute avec laquelle qui n'était pas en accord avec moi, on va dire ça comme ça. Et ça partait dans tous les sens. Donc ça, c'est le gros projet. Et également en sous-marin pour, je pense que ce sera plutôt début 2023, je suis en train de réfléchir à un accompagnement collectif ou individuel, je sais pas encore, pour des entrepreneurs, pas forcément que des thérapeutes, pour justement en fait obtenir des résultats concrets dans leur business, donc clients, visibilité, je parle pas forcément de CA, mais enfin pas de chiffres précis, mais aussi voilà une progression de ce côté-là, mais en bossant sur des choses totalement différentes, donc en bossant sur toute la structure psychique, familiale, transgénérationnelle, etc. Parce que pour moi, l'avoir vécu, en fait, il y a des choses qui se sont débloquées de dingue en travaillant sur le masculin ou sur un grand-père ou sur des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui n'existe pas à ma connaissance aujourd'hui, parce que soit c'est du coaching, coaching sur tes croyances et tes valeurs et ça s'arrête là, soit c'est vraiment des accompagnements qui sont purement strat, marketing, euh, com. Et voilà, j'ai envie de faire une nouvelle proposition innovante. Ok. Et toi? Pour toutes les personnes qui te connaissent pas, on retrouve tout Ouais. ça sur comment on te retrouve? Comment on retrouve tes Alors, infos? bah, je suis sur Insta. Donc forcément, vous devez avoir mon nom de profil quelque part qui tourne autour de moi. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook, j'ai un site internet. Tout est au nom de Manon Vercouter, donc c'est assez simple. Et oui, j'ai juste créé également un groupe Facebook qui s'appelle Libération, Transformation et Expansion de soi. Vous pouvez retrouver sur mon Insta, sur mon site ou quoi. Et dessus, je donne du contenu gratuit avec, là, il y aura des challenges, etc., mais des lives, des masterclass gratuites avec du contenu un petit peu différenciant. Donc, pour proposer un nouvel espace justement d'échange que je trouvais que j'avais du mal à développer sur Insta. Je voulais quelque chose de différent. Donc voilà. Ok, cool. Et toi, c'est quoi tes projets, les choses Euh, qui se passent?
Là, j'ai envie de réinvestir un peu les espaces de séances individuelles et j'ai commencé des séances de couple et j'ai adoré. Pour, Ah, je intéressant. trouvais sur la structure de l'un, de l'autre au début et ensuite ça se reconnecte et enfin voilà, c'était trop cool. Je fais toujours des soirées en ligne avec des thèmes un peu différents. Là, je me rends compte que c'est important de suivre un peu plus mon rythme et donc je peux pas faire pendant des mois et des mois la même chose. Je change tout le temps. Et donc ça, voilà. Donc je vais faire un peu. J'adore le design humain, j'adore des outils de reconnaître ses valeurs pour avoir un peu plus de clarté sur bah, le mythe de la mission de vie. Mm. Et pendant ces derniers mois, je parlais beaucoup d'une grosse formation. Finalement, je la décale à janvier. Donc c'est les nouveaux accompagnants. Je manque encore un peu de mots pour la décrire, mais l'idée c'est de toujours, enfin, sortir des outils, créer un espace, comme aller encore plus au cœur du soin et se libérer des outils en tant qu'accompagnant pour aller dans un espace encore plus. C'est ce dont on a parlé pendant tout, voilà, pendant tout ce live. Rentrer au cœur du sujet sans et sortir des cadres ou des limitations qu'on a eues par nos formations, par nos croyances, tout ça. Donc ça s'appelle les nouveaux accompagnants, ce sera en janvier. Et je fais un stage sur 3 jours fin novembre sur sortir de l'ombre. Toujours à destination des thérapeutes. Moi, enfin, t'as dit tout à l'heure, je me demande dans quelle mesure on n'est pas les plus endommagés, C'est ou ça. c'est avec le Comme plus je de dis, bagarres. ravagé, oui. Et c'est un sujet, voilà, j'adore accompagner ce type de profil. Ouais, c'est un vrai sujet, hein. Oui. Donc sortir de l'ombre, gagner en présence et gagner en visibilité. Pas trop le côté entrepreneur parce que moi c'est pas mon sujet, mais c'est plutôt bah, en tant que sorcière, prêtresse, médium, magicien, il y a aussi un moment où il faut sortir du bois pour montrer et oser sortir de peut-être enfin dans ces moments il y a aussi beaucoup de croyances de avant j'étais très puissant, j'ai merdé, maintenant il faut que je me cache et retrouver un peu d'équilibre et de justesse là-dedans Totalement. et j'aime beaucoup. Et Trop toujours bon. pareil. Enfin, comme toi, moi c'est Clément Le Perchec un peu partout, sur Facebook, YouTube, Ouais, t'as un site aussi, je crois. un site, ouais, qui met à jour toutes mes propositions. Trop cool. Bah écoute, j'ai hâte de suivre un peu le reste de tes aventures. Je pense que on refera soit des lives, ou en tout cas on reste en Mm. contact. Je pense qu'on aura plein de choses à dire encore bientôt. Donc c'était trop cool de pouvoir échanger avec toi comme ça. J'ai trouvé ça très fluide et pertinent et différent dans ce qu'on a amené aujourd'hui, de ce que je peux voir un petit peu ailleurs. Je trouvais ça ouais très 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 cool. Super. Est-ce que t'as encore quelques minutes au cas où les participants ont des questions ou Oui, c'est bon. on a beaucoup parlé, mais il y a vraiment l'idée de vous laisser de la place. Donc si jamais vous avez une question pour terminer, et peut-être en attendant, moi j'aurais bien voulu te poser la question sur hum, selon toi, bah moi ça va être mon sujet des prochains mois. Selon toi, comment est-ce qu'on sort de l'ombre en tant que thérapeute accompagnant? Hmm. Tu t'aimes bien poser des questions philosophiques pour la fin, en fait. Ah, j'adore les questions. Euh, en fait, on n'en sort pas. Pour moi, faut pas chercher à sortir de l'ombre, faut chercher à l'explorer, à s'en accommoder, à l'accepter. C'est un peu comme ces parties de soi que parfois on veut rejeter, genre, ah, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, j'aime pas quand je suis en colère. Non, justement, c'est leur apporter de l'accueil, de l'amour, de l'espace. Et au-delà de vraiment se détacher, enfin, dans l'idée de sortir, je trouve qu'il y a l'idée un peu de se détacher de l'ombre et d'être pleinement dans la lumière. Le truc, c'est qu'il peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas de l'ombre, vu que tout est dualité et que l'un n'existe pas sans son contraire. Ça présuppose justement de développer sa posture par rapport à notre zone d'ombre qui est là et surtout en fait qui évolue. Parce qu'il y a des choses qui peuvent sortir de la zone d'ombre, il y a des choses qui peuvent rentrer. Je sais pas si tu es familier du concept de la fenêtre de Johari, où il y a ce que je sais de moi, ce que les autres perçoivent de moi, ce que je sais de moi et ce que les autres ne perçoivent pas. Donc ça, c'est les trucs qu'on essaie de cacher en général, notre honte, notre colère, tout ça. Ce que les autres voient de moi, mais que moi, je ne perçois pas. Ça, par exemple, pour les personnes qui ont peu de confiance en eux, c'est quand on va leur dire, t'es génial, t'es solaire, t'es Mhm. intelligente, t'es belle. La personne va dire, mais totalement taré, pas du tout. Pas moi, bah si. Et le dernier cadran, c'est la zone inconnue. C'est ce que auquel personne n'a accès.
Et donc, c'est avoir conscience qu'il y aura toujours ces espaces-là qui sont là et que l'idée, c'est peut-être de les explorer, de les conscientiser, leur donner un peu une densité, un espace, les domestiquer, mais pas de chercher à les fustiger. Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu différent de ce que je pense, mais je voulais terminer là-dessus et j'adore. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Super. Vous pouvez retrouver le replay sur ma page et on va voir comment faire sur ton profil. On en Yes, discute. ça marche. Bon, finalement, il n'y a pas eu de questions, donc Bah, c'est qu'on a été très clair et très pertinent, alors. On va dire ça comme ça. super. Bah, merci encore à tous et à toutes et à très bientôt. Salut, bonne journée à tous.